J'envoyais 550 € par semaine à mes parents pour qu'ils puissent vivre confortablement. Mais le jour de l'anniversaire de mon fils, ils ne sont jamais venus. Quand j'ai appelé, mon père a rétorqué « Nous ne considérons pas ta famille ». J'ai raccroché, tremblante, et j'ai fermé tous les comptes à mon nom. 40 minutes plus tard, ma mère est devenue folle. J'avais cessé d'être leur fille au moment où mon père a dit que mon fils ne comptait pas. On pourrait penser qu'après tout ce que j'avais fait pour eux, tout ce que j'avais sacrifié, ils auraient un peu de respect, ou même juste de la décence humaine. Mais non, mes parents me traitaient comme une extension de leurs problèmes. Comme si mon seul rôle dans la vie était de leur faciliter la tâche. Ils voyaient ma gentillesse comme une faiblesse. Et pendant trop longtemps, je les ai laissés faire. Je m'appelle Barbara. J'ai 34 ans. Et je raconte enfin cette histoire parce que pendant des années, ils m'ont culpabilisé pour me faire taire. J'espérais toujours que si j'en faisais un peu plus, si je donnais un peu plus, ils changeraient enfin. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, c'est moi qui ai changé. J'espère que quelqu'un entendra cela et comprendra ce que signifie atteindre son point de rupture. Cela a commencé il y a 3 ans, lorsque j'ai commencé à envoyer l'argent chaque semaine. 550 € comme une horloge. Ils avaient toujours une raison. Les médicaments pour la tension de papa. Le loyer qui augmentait. La voiture en panne. Maman avait besoin de nouvelles lunettes. Ils n'ont jamais dit merci. Ils agissaient simplement comme si c'était attendu, comme si c'était le travail de Rachel et moi de les maintenir à flot. Rachel est ma sœur cadette. Elle a toujours été leur préférée. Blonde, des dents parfaites. Elle a fait des concours de beauté enfant. Il se vantait de son travail, de son petit ami, de sa coupe de cheveux. Moi, j'étais juste la personne responsable. Celle qui s'occupait de leurs factures, passait les appels, les conduisait à leurs rendez-vous, envoyait de l'argent. Ils n'ont jamais demandé un sou à Rachel. Mais elle s'est rangée de mon côté quand les choses ont commencé à empirer. Même elle le voyait. Mon mari, Thomas, me demandait pourquoi je faisais ça, pourquoi je les laissais me traiter de cette façon. Je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer les couper. Peu importe à quel point ils étaient froids avec nous, surtout avec notre fils, ils n'ont jamais tissé de lien avec lui, n'ont jamais fait de babysitting, ont à peine reconnu ses anniversaires. Maman a dit un jour qu'elle ne se sentait pas connectée à lui parce qu'il ressemblait trop à Thomas. Alors j'ai essayé. J'ai envoyé des photos, je les ai invités, je les ai inclus dans tout. Le week-end dernier, c'était son 3e anniversaire. Nous avions prévu une petite fête dans le jardin. Rien d'extravagant, mais il était excité depuis des semaines. Il avait choisi un gâteau en forme de bulldozer et n'arrêtait pas de dire que mamie et papy allaient venir. Nous avons même imprimé une petite pancarte disant « Bienvenue à la famille ». Ils ne sont jamais venus. J'ai attendu après que les bougies aient été soufflées, après le départ des invités, après que mon fils se soit endormi avec du gâteau sur sa chemise et une seule chaussure. Puis je les ai appelés. Papa a décroché. Je n'ai même pas demandé pourquoi il n'était pas venu. J'ai juste dit « On vous attendait ». Il a dit « Nous ne considérons pas ta famille ». Puis il a raccroché. Je suis restée assise, tenant le téléphone, ne ressentant ni tristesse ni colère, juste ce calme étrange, comme si quelque chose avait basculé en moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout fermé. Toutes les factures à mon nom ont disparu. J'ai annulé les services publics, déconnecté la carte d'épicerie, fermé le compte bancaire qu'ils utilisaient. J'ai appelé leur propriétaire et lui ai donné leur numéro, lui disant de ne plus jamais me contacter. 40 minutes plus tard, maman a commencé à m'appeler comme une folle. Elle a laissé 7 messages vocaux en 10 minutes. Elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit que je les détruisais, que je leur devais, qu'ils étaient de mon sang. Elle a essayé d'appeler Rachel. Puis Thomas, puis elle s'est présentée chez ma grand-mère, criant si fort que les voisins sont sortis. Mes grands-mères savaient déjà. Je lui avais raconté ce qui s'était passé cette nuit-là et pour la première fois, elle n'a pas essayé de les défendre. Quand maman a commencé à hurler dans l'allée, grand-mère est sortie, calme comme jamais. Et puis, avec le genre de gifle qui met fin à des générations de déni, elle l'a fait taire. Elle a dit, « Comment oses-tu traiter ta fille comme ça? Tu as de la chance qu'elle te donne quoi que ce soit. » Et maintenant, c'est fini. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis la voiture. Mon fils était sur la banquette arrière,
endormi, avec un petit camion en plastique toujours à la main. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus la fille. J'étais la mère maintenant. Et j'allais le protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé. Après la gifle, tout est devenu silencieux pendant quelques jours. Pas d'appel, pas de texto, juste ce silence étrange comme s'ils se regroupaient, planifiant leur prochaine action. Je n'étais pas assez naïve pour penser que c'était fini. Je connaissais ma mère. Le silence n'était que l'œil de sa tempête. Rachel me contactait tous les matins. Elle me demandait si j'allais bien, si j'étais sûr de ce que j'avais fait. Je lui ai dit que j'étais plus que sûr. J'étais libre. Pour la première fois de ma vie, je ne vérifiais pas constamment mon téléphone ou ne calculais pas combien d'argent il me restait après avoir payé leurs factures. Le silence s'est rompu le jeudi matin. Mon email professionnel a sonné et il y avait là, un message transféré de notre fournisseur de téléphonie mobile commun. Apparemment, ils avaient essayé de mettre à niveau leur téléphone sur mon compte. 2 modèles haut de gamme. J'avais déjà fermé le compte quelques jours plus tôt. J'ai répondu à l'email juste pour être sûr et j'ai eu confirmation. La tentative avait été bloquée, mais quand même, quel culot. Le même jour, Thomas a trouvé une lettre coincée dans notre boîte aux lettres. Elle n'était pas timbrée. Quelqu'un s'était rendu chez nous pour la déposer. Mon nom était sur le devant, écrit de la main de ma mère. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Vous pouvez nous ignorer, mais n'oubliez pas, la famille c'est le sang, et votre petit garçon a aussi notre sang. C'était la phrase. C'était le moment où la vengeance est devenue quelque chose de plus qu'émotionnel. J'ai pris une photo de la lettre et j'ai conduit directement chez grand-mère. Elle l'a lue 2 fois, s'est assise et m'a dit de rester calme. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Il est temps qu'ils apprennent ce que signifie la survie sans toi. Elle a sorti un petit carnet où elle avait noté toutes les dépenses importantes que j'avais couvertes au cours des 3 dernières années. Elle avait tout suivi. Loyer, services publics, factures médicales, forfait téléphonique, courses, réparations automobiles, même quelques achats Amazon. Je n'arrivais pas à y croire. Elle a dit, nous n'allons pas leur faire de mal. Nous allons leur montrer. J'ai commencé petit. J'ai appelé le cabinet de leur dentiste et j'ai fait retirer mon nom du dossier. Idem pour la pharmacie. Puis j'ai de nouveau envoyé un email à leur propriétaire et j'ai demandé une copie de leur bail. Je voulais juste le voir dans quel genre de pétrin il se trouvait. Il n'avait pas payé le loyer ce mois-là. Le lendemain, ma mère m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé sonner. Puis Rachel a envoyé un texto. Il venait d'arriver à mon travail. Je l'ai appelé immédiatement. Maman et papa étaient entrés dans le bureau de Rachel comme si tout était normal. Ils lui avaient demandé 300 € pour tenir la semaine. Rachel leur a dit non. Elle a dit, si vous voulez de l'argent, demandez à la fille que vous respectez vraiment. Papa a explosé. A commencé à élever la voix. A dit qu'elle avait toujours été une déception. Cette nuit-là, Rachel est venue avec une bouteille de vin et quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la distance. Il ne se soucie d'aucun de nous. Il ne se soucie que de ce qu'ils peuvent obtenir. J'ai hoché la tête. Elle s'est penchée et a dit, alors, quelle est la prochaine étape? Et c'est là que je lui ai parlé du compte, celui dont il ne savait pas que je l'avais. À l'époque où je gérais encore tout, payant leur loyer, leurs factures, renouvelant leurs ordonnances, j'avais ouvert un compte secondaire. C'était censé être un filet de sécurité pour les urgences. Mon nom seulement. Personne d'autre ne savait qu'il existait, à part Thomas et grand-mère. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque fois que je leur envoyais 550 €, j'ajoutais 100 € de plus à ce compte secondaire discrètement chaque semaine. Au moment où je les ai coupés, il y avait un peu plus de 15 000 € là-bas. J'en ai parlé à Rachel cette nuit-là après qu'elle ait bu 2 verres de vin et qu'elle était encore sous le choc de ce que notre père lui avait dit. Son visage est devenu vide quand j'ai mentionné le compte. Puis elle a posé la même question que Thomas quand j'avais commencé. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé pour toi? Parce que je n'étais pas prête à partir à ce moment-là. Je pensais que j'en aurais peut-être besoin pour eux. Mais maintenant, j'avais une autre utilisation en tête. La première chose que j'ai faite a été d'engager un huissier. Discrètement, j'ai rassemblé tous les reçus, tous les virements, toutes les dépenses documentées que j'avais couvertes.
Grand-mère a co-signé une déclaration détaillant depuis combien de temps je les soutenais financièrement. Il ne s'agissait pas de les poursuivre en justice. Je ne voulais pas leur argent. Il s'agissait d'établir un dossier clair de tout ce que j'avais donné avant qu'ils ne commencent à répandre des mensonges. Parce que je connaissais mes parents, au moment où ils réaliseraient que la gratuité était vraiment terminée, ils feraient du bruit. Ils commenceraient à dire aux gens que je les avais abandonnés, que je n'avais jamais aidé, que j'étais une fille froide empoisonnée par mon mari. J'allais couper court à cette histoire avant qu'elle ne commence. 2 jours plus tard, ils ont été officiellement signifiés. Non pas avec une poursuite en justice, mais juste un avis formel que tous les liens financiers avaient été rompus et que toute tentative ultérieure d'utiliser mon nom pour un crédit ou des factures serait considérée comme une fraude. Rachel m'a dit qu'ils avaient paniqué. Mon père a hurlé après le facteur. Ma mère est restée assise dans l'allée à fumer en chaîne pendant des heures. Puis est venu le texto, juste une phrase de ma mère. J'espère que ton fils ne te traitera jamais comme tu nous as traités. Ça n'a pas fait mal. Plus maintenant. Ce qui m'a secoué, c'est ce qui a suivi. Grand-mère a appelé au milieu de la nuit. Elle a dit que quelqu'un avait cambriolé son abri de jardin. Rien de majeur n'avait été volé, juste la serrure cassée et des choses jetées. La seule chose manquante, une boîte de mes vieilles affaires d'école qu'elle avait gardées. Bulletin scolaire, photos de bébé, lettres que j'avais écrites enfant. Nous savions toutes les deux exactement qui l'avait fait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Thomas est resté avec moi dans le salon pendant que je passais en revue toutes les caméras de sécurité que nous avions. J'ai vérifié la chambre de mon fils 3 fois. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose en moi a basculé. Ils n'essayaient plus seulement de me culpabiliser. Ils essayaient de m'atteindre à travers mon passé, à travers mon enfant. Alors, j'ai commencé la phase 2. S'ils voulaient fouiller dans ma vie, très bien. Mais ils allaient trouver autre chose. Quelque chose qui leur reviendrait en pleine figure. Et je savais exactement par où commencer. J'ai appelé la seule personne qu'ils pensaient avoir sous leur coupe. Oncle Daniel. Oncle Daniel était le frère cadet de mon père. Il a grandi dans son ombre, toujours blâmé pour tout ce qui allait mal dans la famille. Il a déménagé il y a des années après une grosse dispute que personne de nous n'a vraiment comprise. Tout ce que je savais, c'est que mes parents le détestaient. Ils parlaient de lui comme d'un ivrogne raté qui n'avait jamais rien accompli. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Une nuit, quand j'avais 16 ans, j'ai surpris un appel tardif entre maman et grand-mère. Grand-mère était furieuse. Elle a dit, « Toi et Alain avez volé ce qui n'était jamais à vous, et Daniel a tout à fait le droit d'être en colère. » À l'époque, je pensais que c'était juste une histoire d'héritage ou quelque chose de mesquin. Mais maintenant qu'ils passaient à la vitesse supérieure, maintenant qu'ils envoyaient des menaces et cambriolaient des cabanons, je voulais des réponses. Je voulais un levier. Alors, j'ai appelé oncle Daniel, je lui ai tout raconté sur l'argent, sur l'anniversaire, sur la lettre, la gifle, le cambriolage. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « J'attends ce jour depuis 20 ans. » J'ai demandé ce qu'il voulait dire, et ce qu'il m'a dit a tout bouleversé. Apparemment, quand leurs parents sont décédés, mes grands-parents du côté de mon père, il y avait un héritage laissé aux 3 fils. Sauf qu'il y avait une condition. Mes grands-parents ne faisaient pas confiance à mon père avec l'argent. Non pas parce qu'il était irresponsable, mais parce qu'il était manipulateur. Alors ils ont rédigé un testament qui divisait la succession en 3, mais avec une condition. La part de Barbara lui reviendra directement quand elle aura 30 ans. Barbara, moi. Mes grands-parents m'ont laissé de l'argent à moi, pas à mes parents, pas à oncle Daniel. À moi. Oncle Daniel avait une copie du testament original, mais quand mon père est arrivé chez l'avocat en premier, il a affirmé que je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Que je l'avais refusé. J'avais 17 ans. Je n'ai même pas su qu'ils étaient morts avant 2 semaines après les funérailles. Oncle Daniel a dit qu'il avait des soupçons, mais à l'époque, il n'avait aucune preuve et pas d'argent pour se battre. Il a proposé de tout m'envoyer. Documents, emails, même une lettre que ma grand-mère m'avait écrite et qui n'avait jamais été livrée. Je lui ai donné mon adresse. 3 jours plus tard, un colis est arrivé. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite datée d'il y a 12 ans. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin vu à travers les mensonges. Tu étais toujours destiné à de meilleures choses. Ne les laisse pas te prendre ça. J'ai eu la nausée.
Je me suis assise sur le sol de la cuisine, la lisant encore et encore. Thomas n'a pas dit un mot. Il s'est juste assis à côté de moi. J'ai appelé Rachel. Il est venu ce soir-là. A lu la lettre. A lu le testament. Elle n'a pas dit grand-chose non plus. A juste murmuré, ce sont des monstres. Mais ce n'était même pas le pire. Le lendemain matin, Rachel m'a appelé paniquée. Elle a dit qu'elle avait reçu un email anonyme avec une pièce jointe, un dossier de vieilles photos. Quelqu'un avait pris des photos de sa maison, de sa porte d'entrée, de sa voiture, de sa fenêtre de chambre. L'email disait simplement « Choisissez un camp rapidement ». Elle a appelé la police immédiatement. Ils ont dit que sans menace claire, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais maintenant, nous savions que ce n'était plus seulement une question de culpabilité. C'était de l'intimidation. Ils essayaient de nous effrayer pour nous faire rentrer dans le rang. Et peut-être que cela aurait marché autrefois, mais maintenant j'avais une copie du testament. J'avais la lettre originale. J'avais oncle Daniel. J'avais Rachel. J'avais grand-mère. Et eux n'avaient rien. Alors je suis allé voir un avocat et je lui ai tout raconté. L'avocat était calme mais direct. Il a dit, si ce que vous me montrez tient la route, ça va devenir moche pour eux rapidement. Il a examiné les documents d'oncle Daniel, la lettre de ma grand-mère et la trace écrite des abus financiers que j'avais discrètement compilés au fil des ans. Puis il a affiché quelque chose sur son écran et l'a tourné vers moi. Il y a une fiducie à votre nom, toujours active. Mon cœur a bondi. Je ne savais pas quoi dire. La fiducie était réelle. Établie par mes grands-parents avec une disposition stipulant qu'aucun fonds ne pouvait être consulté avant que j'aie 30 ans. La même année, j'ai commencé à envoyer de l'argent à mes parents chaque semaine. Ils avaient passé 3 ans à vider le compte bancaire de leur fille tout en siégeant secrètement sur le mien. Le pire, ils avaient falsifié ma signature 3 fois pour retirer de petites sommes pour des urgences. 2000 € ici. 1500 € là. L'avocat a dit que nous pourrions porter plainte. Que cela allait bien au-delà du drame familial. C'était du vol, de la fraude. Je ne lui ai pas donné de réponse. Pas encore. Cette nuit-là, Rachel est revenue. Elle était visiblement secouée. Elle venait de raccrocher avec maman. Apparemment, papa avait fait une crise de nerfs. Il criait dans la maison, frappait les placards. Il disait qu'il en avait marre d'être traité sans respect. Marre d'être coupé comme un déchet. Maman a dit à Rachel de me convaincre de retirer l'avocat. Elle a dit que je détruisais la famille pour de l'argent qui n'avait de toute façon jamais été le mien. Cette phrase m'est restée. Jamais le mien de toute façon. C'était comme une fenêtre sur la façon dont il me voyait vraiment. L'outil, une ressource, pas une personne. Rachel, pour une fois, n'a pas joué la carte de la neutralité. Elle a dit à maman que s'il la contactait à nouveau, elle les bloquerait. Elle avait déjà déposé une plainte concernant les photos effrayantes. Puis elle m'a dit quelque chose d'inattendu. Tu te souviens de ce bracelet en argent que maman portait toujours? J'ai hoché la tête. C'était censé être un bijou de famille de son arrière-grand-mère. Rachel a ri amèrement. Il l'a mis en gage le mois dernier pour 80 €. Je n'aurais pas dû être surprise, mais je l'étais parce que c'était son habitude. Construire des choses avec de faux sentiments, puis les vendre rapidement pour de l'argent desquelles devenaient gênantes. 2 jours plus tard, tout a éclaté. Grand-mère a appelé. Elle a dit que mes parents avaient été officiellement expulsés. Aucun loyer payé pendant 2 mois. Mon nom n'était plus sur rien et ils n'avaient pas trouvé comment survivre sans moi. Ils ont essayé de supplier le propriétaire de les laisser rester. Ils ont dit que leur fille les avait abandonnés, qu'elle avait de l'argent et le cachait par dépit. Ils n'étaient pas intéressés. Le même soir, Thomas a remarqué quelqu'un garé en face de notre maison. Une vieille berline bleue, moteur en marche, juste là. Il est sorti. La voiture est partie en trombe. Nous avons appelé la police et leur avons tout donné. Les photos que Rachel avait reçues, le cambriolage chez grand-mère, les retraits falsifiés de la fiducie, le harcèlement. Ils ont ouvert une enquête. Puis le lendemain matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Tu ne gagneras pas. Mais c'est ça. Je n'essayais pas de gagner. J'en avais juste marre de perdre. Le dernier appel est arrivé un mardi. Non pas de ma mère, ni de mon père, mais du commissariat.
Ils avaient été interpellés après avoir essayé d'utiliser ma vieille carte d'identité dans un centre d'encaissement de chèques. L'employé a reconnu mon nom et l'a signalé. Lorsque les policiers les ont fouillés, ils ont trouvé un dossier avec l'adresse de Rachel et plusieurs photos à l'intérieur. Ils ne s'enfonçaient pas seulement. Ils préparaient quelque chose. L'officier a dit que je devrais envisager de déposer une ordonnance de restriction. Je n'ai pas hésité. J'en ai déposé une pour moi et une pour mon fils. Rachel a fait de même le lendemain matin. C'était ça. C'était la ligne qu'ils avaient franchie sans retour. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, j'ai ressenti la paix. Grand-mère nous a tous invités le week-end après la signature de l'ordonnance du tribunal. Moi, Thomas, Rachel et mon fils. Elle a fait un rôti de bœuf et apporté ses vieilles perles. Elle a dit qu'elle avait envie de faire la fête. À un moment donné, elle m'a tiré à part et m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un médaillon, pas cher, pas clinquant. Mais quand je l'ai ouvert, il y avait une photo de moi enfant et une autre de mon fils de la fête d'anniversaire. Elle a dit, c'est la famille qui compte. Puis elle a ajouté autre chose. Tu sais, j'ai giflé ta mère parce que j'étais en colère, mais si jamais je la revois, ce ne sera pas qu'une seule gifle. Nous avons ri. Pour la première fois depuis des semaines, Thomas et moi avons utilisé une partie de l'argent de la fiducie pour enfin aménager le jardin. Rien d'extravagant, juste assez pour construire une petite cabane de jeu. Mon fils l'appelle sa zone de travail. Il est obsédé par les outils maintenant. Rachel a déménagé dans un petit appartement à quelques kilomètres. Elle vient tous les vendredis dîner et aide à garder les enfants le week-end. Nous n'avons jamais été aussi proches. Quant à mes parents, ils ont disparu. La dernière fois que nous avons eu de leurs nouvelles, ils séjournaient chez un cousin dans le désert. Pas de voiture, pas de travail, pas d'argent. Oncle Daniel m'a envoyé une photo quelques semaines plus tard. Il les avait rencontrés dans une station-service. Il a dit qu'il ne l'avait même pas reconnu. Juste deux visages vides sortant d'une supérette avec un sac de chips et un pack de 6 bières. Je n'ai pas eu de peine. Pas même un peu. Parce que ce n'était pas de la vengeance. Pas vraiment. C'était une correction. C'est ce qui arrive quand on passe sa vie à brûler des ponts et qu'on finit par manquer de bois. Et j'ai enfin compris quelque chose que grand-mère m'avait dit un jour, quand j'avais 16 ans et que je pleurais après une autre dispute avec ma mère. Parfois, la seule façon d'avancer est de laisser les choses mortes rester enterrées. Alors je l'ai fait et nous sommes heureux maintenant. Calmes, normaux, libres. Ils ne comptent pas ma famille. Tant mieux. Parce qu'ils n'en font plus partie.